faire évoluer tout ça. Ouais. Ok, tu peux presque un peu trop influencer aussi les marques qui passent par toi et t'aurais des conseils à donner, c'est sûr, plutôt quels conseils tu aurais à donner à ceux qui souhaitent développer leur personal branding et essayer parce que là t'en es presque toi à l'étape excessive où en fait ça devient trop présent et c'est trop important. Après tu vas maintenir ton personal branding d'un côté mais essayer de le détacher de com, j'imagine, parce que l'idée c'est de continuer à développer ta notoriété mais de moins la lier à ta boîte. Ceux qui souhaiteraient avoir un personal branding qui se rapproche du tien, aussi efficace, aussi visible, tu leur donnerais quoi comme conseil ? Le premier, c'est un petit peu en lien avec ce qu'on se disait, c'est identifier des nouveaux réseaux, parce que d'arriver sur des réseaux qui sont déjà saturés, ou en tout cas sur lesquels il y a déjà beaucoup de monde, c'est très compliqué de se faire sa place. Donc idéalement, c'est d'identifier les futurs réseaux, d'arriver en précurseur, donc encore une fois investir du temps sans qu'il y ait encore un impact héroïste très important, mais vraiment d'identifier ces nouveaux réseaux, je pense que c'est le conseil numéro 1. Si on est sur un conseil plus lié à LinkedIn, qui est un peu mon expertise, je pense qu'il faut aller à contre-courant de ce qui se fait. C'est-à-dire que si tout le monde va à droite, partez à gauche toutes, quitte à ce que y ait beaucoup moins de personnes qui vous apprécient ou qui partagent votre vision, mais au moins vous êtes singulier. Et je pense que les gens ont besoin de ça. C'est plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et je pense que vraiment d'aller à contre-courant, c'est un bon moyen de pouvoir faire sa différence. Alors sans pour autant tous les posts en faire des débats en disant je déteste ci, je déteste ça. Parce que je vois là qu'il y a une mouvance sur LinkedIn où ce qu'il faut, c'est absolument coup de gueule sans arrêt. Moi, je trouve ça un peu insup. Donc je conseillerais pas de faire ça. Mais par contre, de ne pas suivre les courants de la masse, on va dire. Je trouve que c'est une bonne chose, et garder en tête, même si c'est une évidence, que la régularité c'est la clé de réussite. Tu vois, le podcast, t'as 8 podcasts sur 10 qui s'arrêtent après le 3e épisode parce que les gens pensent que tout arrive en 2 secondes. Encore une fois, on est tellement dans un écosystème, un environnement, on doit tout avoir tout de suite à disposition rapidement, on binge watch, on binge de tout, qu'en fait tu dis que si t'as posté 3 fois sur LinkedIn, tu dois avoir 10 000 abonnés, sinon ça fonctionne pas. En fait, non. Les podcasts qui fonctionnent, c'est ceux qui font 10, 15, 20, 30, 40 podcasts, et au bout du 40e, t'en as un qui pète, et là tout le reste pète, et puis c'est comme ça que t'arrives à bien marcher. Donc, de bien garder en tête que la régularité et que la patience, c'est le meilleur moyen de pouvoir performer et exceller sur les réseaux. Donc voilà, je te donnerai ces trois conseils. Et t'en connais tu pourrais me donner des noms de personnes qui sont pour toi. Alors je sais que tu consommes pas beaucoup de contenu réseau. Enfin, tu t'as tendance à plus poster qu'en consulter. Ouais. T'as des personnes qui te semblent inspirantes et qui ont bien capté la mécanique. Alors Théo Lyon en numéro 1, moi c'est donc je consomme peu effectivement sur LinkedIn, même si on me dit toujours tu passes ta vie sur LinkedIn, je consomme très peu. Je pense que je dois rester peut-être un quart d'heure ou 20 minutes sur LinkedIn, ce qui est assez fou, parce qu'au final je suis quand même assez présent, en tout cas en termes de contenu que je produis. Moi je consomme énormément de YouTube, énormément de YouTube pour le coup, et Théo Lyon, je trouve que c'est le meilleur créateur ever, entrepreneur français. Je trouve que c'est le meilleur, donc je dirais Théo Lyon. Oussama, j'adore ce qui crée comme contenu là, le Better Call Ous, t'apprends plein de choses et je trouve ça génial. J'en ai pas d'autres en tête, même s'il doit y en avoir certainement des dizaines que je suis. Mais voilà, je te dirais ça pour l'instant. Et dans les nouveaux médias, je pensais à Amo. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder Amo, lancé par Antoine. Martin Zani. Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un avis. Si Olive m'a envoyé un SMS en mode connecte-toi sur Snap. Je fais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Donc j'ai commencé à télécharger. J'ai l'application qui a été téléchargée. J'ai pas encore tout compris. J'ai juste lu un post ce matin sur LinkedIn d'ailleurs de Damien Morin qui disait que il avait pour ambition de concurrencer Facebook. Donc j'imagine que ça va être faire un Facebook 2.0 qui est un peu vieillissant. Donc je vais creuser, mais tu vois, typiquement, c'est les nouveaux réseaux sur lesquels il faut tout de suite être attentif. Et donc je vais clairement creuser le réseau. Ouais, toi, tu dois un peu te connaître. On parlait de l'audience tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai le sentiment parfois que l'audience, mais j'avais pas capté, tu vois, la mécanique de potentiellement faire de com média une vitrine pour du corporate, parce que moi j'avais l'impression que l'audience que tu générais, elle était pas hyper compatible avec les clients que tu adresses, qui peuvent être des boîtes du CAC 40 ou des gros trucs. Je trouvais qu'il y avait un petit paradoxe. Mais je comprends la mécanique maintenant. Monétiser son audience, ou monnayer, je sais pas comment on dit, tu as des recos à faire pour en fait faire en sorte que ce contenu vidéo ait un business model efficace, et faire en sorte que soit
que le contenu que tu crées en lui-même. Alors, tu parlais de sponsoring, mais ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que il y a du business model, tu vois, sur un Charabia ou autre. Quel est le business model derrière? Et après, l'audience qui sont tes followers, comment est-ce que tu peux les transformer en clients, ces gens-là? Alors, sur la première partie de ta question, le sponsoring typiquement qui a été un beau levier pour nous financier sur la partie média, c'était de se dire que tu as une audience relativement bien ciblée qui sont des personnes qui s'intéressent à l'écosystème B2B, donc des solopreneurs, des entrepreneurs, des CEO de plus grosses structures. Tu sais que tu as cette audience, donc à partir de là, de pousser des entreprises et de les mettre en avant, ça a de la valeur quand même, ça a de la valeur, une importante valeur. Tu vois, on a Junto typiquement qui a été un de nos sponsors la première année, qui a réitéré en seconde année. S'il réitère, en plus c'est des montants financiers qui sont quand même assez importants, c'est que ça a son impact. Ouais. Le ROI attendu, je pense qu'il est moins en termes de j'ai une capsule, je suis mis en avant et tout de suite j'ai de la demande, plus que je crée une image de marque, une omniprésence. Je suis un peu top of mind parce que régulièrement je suis mis en avant, ce qui fait que quand demain tu as quelqu'un qui va chercher une agence de social buying, tu vas plutôt passer par Junto parce que tu l'as entendu, ça a été assimilé à Comedia plus qu'à une autre agence. Donc il est là vraiment l'intérêt côté partenaire. Donc c'est de la notoriété. C'est de la notoriété. C'est très compliqué. On est hyper transparent avec nos partenaires, nos sponsors. On leur dit, on pourra jamais vous sortir des KPI en vous disant, vous avez eu 12 clients par jour en plus grâce à Comedia. Donc, c'est un pari, parce que t'as pas de KPI tangible. Et en même temps, on sait l'aura qu'on a et l'impact qu'on a. Et c'est vraiment le business model sur lequel a reposé Com d'être top of mind, d'être dans la tête des gens et d'être visible régulièrement, qui a fait que ça a bien fonctionné. Donc c'est ça qu'on explique à nos sponsors. Ensuite, tu as des formats un peu plus one shot, typiquement Charabia qui était un talk show sur l'entrepreneuriat. Donc on a essayé de faire une espèce de quotidien mais lié à l'entrepreneuriat. Donc il y avait un animateur qui était moi et tu avais des chroniqueurs qui étaient des entrepreneurs. On a eu Théo Lyon, André Mensaïd, etc. Et ça en fait pareil, on a trouvé un moyen d'inclure notre sponsor qui était l'ordre des experts comptables, donc c'est quand même un truc en plus assez cool, où on a créé un format dans l'heure d'émission, un quart d'heure, où l'ordre, une personne qui incarnait l'ordre, donnait de la valeur, apportait de l'info sur tous les sujets liés à leur écosystème, à leur industrie. Et pareil, c'est l'image de marque, c'est du branding, c'est la notoriété, ça permet pour eux, parce que la demande était de rajeunir un peu l'image de marque de leur métier. Donc du coup, je pense que le pari a été bien réussi. Mais tu vois, de toujours trouver le moyen de sous forme de contenu d'edutainment, d'apporter de la valeur par notre sponsor pour les gens qui nous écoutent. Et en même temps, forcément, de leur apporter de la rayonnance. Je pense que le pire moyen de mettre en avant une marque, c'est juste de dire notre sponsor, c'est ça, il fait ça et that's it. Tu vois, je pense que de vraiment d'essayer d'extraire toute la bonne valeur que peut trouver notre sponsor pour notre audience, c'est le meilleur moyen de créer un lien entre notre communauté et nos partenaires. C'est de l'appel entrant ou c'est eux qui viennent vers toi? Non, ça c'est de l'appel. C'est nous qui allons voir les marques pour le coup. On identifie les bonnes marques en se disant par rapport à l'émission qu'on a pensée, vous êtes la bonne marque pour être sponsor potentiel. Je te dis pas que ça marche à chaque fois. On a déjà contacté une quinzaine de marques et on en a closé une, tu vois, mais on essaie d'avoir cette approche plutôt de trouver le bon sponsor qui colle bien aux thématiques et à la vibe de l'émission ou du format qu'on va lancer. Le sponsoring de ce genre de choses, c'est quoi? Ça se compte en dizaines de milliers, en centaines de milliers? Je suis assez transparent sur la partie. Alors, sponsoring à l'année, ou donc sur tous les contenus t'es mis en avant, c'est 96 000 euros à l'année, c'est 8 000 euros par mois. Et du Charabia, Charabia, l'émission au global, parce qu'on a eu d'autres sponsors, on a eu Axonote, etc., c'était 150 000 euros. Ouais, c'est quand même de gros montants. 6 émissions, ouais. Ouais, donc là, je comprends que ce truc-là est un... Alors après, c'est peut-être le but, c'est peut-être pas d'être rentable sur ce genre d'événement, mais c'est peut-être d'absorber tes coûts et ça te donne quand même de quoi te faire un bon délire en termes de prod derrière, quoi. Ouais, et puis Charabia, on m'en a parlé des mois après, et il y a plein de personnes qui sont venues et devenues clients chez Com parce qu'ils avaient vu Charabia. Donc pour nous, on savait qu'en créant de la valeur, en montrant notre expertise de production, c'était un bon moyen commercial de donner envie à des gens de nous contacter. Cette audience en client. Okay. Exactement. Un mot sur la stratégie vidéo et la stratégie que tu pourrais recommander. Alors, je ne sais pas si vous allez rester uniquement en vidéo d'ailleurs, parce que c'était le point d'entrée, mais quand tu parles d'agence, et en fait, tu vas vite avoir de la partie amont qui va peut-être se décliner sur plusieurs canaux, dont la vidéo. Donc, soit vous restez que vidéo ou pas. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis sur quelles devraient être les réflexions ou les possibilités les ingrédients d'une stratégie vidéo bien menée.
Sachant que bon, j'imagine que quand tu es startup, scale-up ou CAC 40, c'est différent. Quand tu es en France ou autre, mais est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit intégrer dans une stratégie vidéo bien menée pour une boîte, quelle qu'elle soit? La réflexion qu'on doit prendre. Alors effectivement, on fait plus que de la vidéo depuis maintenant 6 mois. C'était tout notre travail. Mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à communiquer en ce sens. Mais on ne fait plus que de la vidéo. On fait des campagnes, et qui dit campagne dit stratégie. Et ça, c'est un truc qui se valorise et qui est d'ailleurs quasiment la plus grosse pocket financière à allouer chez Com quand tes clients c'est sur la partie stratégique. Et ça me permettra de faire le lien avec la seconde partie de ta question. Mais donc on ne fait plus que de la vidéo. On fait vraiment de l'accompagnement global. Donc ça va être de la vidéo, mais de la photo, de l'affichage. Du marketing d'influence quand c'est besoin pour pouvoir avoir des beaux relais de diffusion. Donc juste comme voilà, donc accompagner à 360 nos clients. Et comment, si on parle que de la vidéo, t'arrives à avoir une vidéo qui fonctionne, c'est vraiment de ne pas penser que vidéo et esthétique, mais vraiment de penser ça stratégiquement. Donc c'est vraiment identifier quelles sont tes cibles souhaitées. Tu vois, on dit qu'on est audience centric, c'est qu'en fait, la tagline qu'on dit à nos clients, c'est on ne fait pas des campagnes qui vous plaisent à vous, mais on fait des campagnes qui leur plaisent à eux. En fait, on leur dit, le but c'est pas que vous ayez une campagne que vous trouviez canon, tu vois, enfin c'est l'idéal quand même, mais c'est vraiment que ça parle à votre audience. Donc je pense qu'avant de penser une campagne vidéo, c'est de se dire qui est mon audience, je l'analyse, je comprends quels sont les usages, et donc du coup en fonction de tous ces paramètres et ces critères, je sais sur quel type de réseau je peux les identifier, parce que trop de fois, on a des clients qui disent je veux faire une vidéo sur LinkedIn. Et on leur dit mais attends, mais votre audience elle est pas du tout sur LinkedIn, elle est sur TikTok. Donc c'est-à-dire que les codes c'est pas un truc léché comme vous le souhaitez en 16/9, mais en fait c'est du 9/16 un peu cracra, parce que c'est ça qu'attend de votre audience. Donc bien réfléchir à qui est destiné accepter d'apprendre et d'avoir le sentiment de faire un truc de découvrir quoi. Absolument, et de faire des campagnes qui te plaisent pas au CEO d'une boîte qui a 45 piges alors que sa cible elle est à des petits jeunes de 15 ans, tu vois. Donc vraiment de prendre du recul par rapport à ce qui est de son goût et ce qui est attendu de son audience, donc de bien travailler ça. Ensuite de répondre à des grandes caractéristiques du marché, donc de pas te proposer de faire une vidéo de 2 minutes 30 si en fait on se rend compte que là le taux d'attention est plutôt aux alentours de 20 secondes, c'est plutôt capitaliser sur 20 secondes, dire moins de choses, mais de comme dans un CV, ou un CV quand tu mets toutes tes expériences, c'est indigeste, personne n'a envie de regarder ton CV. Tu dois faire des concessions sur ton CV et te dire, je sais que je parle à un expert potentiellement, donc tu vas me dire, mais pour moi sur ton CV, tu priorises sur les infos clés, tu fais un truc qui est aéré, qui donne envie à l'employeur de se dire, ça a de la gueule, je le fais venir en entretien, et c'est en entretien que tu balances toutes tes expériences. Pour moi, la vidéo, c'est un peu la même chose, c'est de pas trop en dire, suffisamment pour susciter l'intérêt des gens, et de se dire, je vais aller sur le site pour avoir davantage d'informations. C'est exactement pour moi le même enjeu. Que tu veux. Ouais, donc le bon conseil derrière, c'est vraiment kill the baby, sélectionnez uniquement les 2-3 infos clés que vous souhaitez en mettre en avant, même si on a toujours envie de tout dire dans un contenu vidéo. En fait, vous brouillez le message, donc voilà, être court, concis, c'est un bon conseil pour avoir une vidéo qui performe. Et de ne pas négliger la diffusion, pareil. T'as beau avoir une vidéo qui est très belle, courte, si jamais c'est tu as une vidéo de 20 secondes, si c'est les usages actuels, mais si tu postes juste sur LinkedIn comme ça en disant c'est bon, ça fait 20% de ton temps pour la construction, pour la création, 80 pour la diffusion, c'est vrai que cette notion-là elle est importante. Clairement, il faut Comment parce que ça on parle de nouveaux métiers quand même pour toi, avec des sujets avec une stratégie métier, une stratégie de sélection du canal, et j'imagine que tu dois motiver un peu tes recos parce que tu t'adresses à des gens qui sont assez costauds avec des gros budgets, donc quand tu leur dis votre audience elle est là et pas là, tu parlais tout à l'heure de peut-être avoir seniorisé les équipes. Ouais. T'adresses des nouveaux métiers depuis peu, comment tu t'y es pris pour te les adopter, sachant que tu as eu plusieurs approches, recrutement et aussi externalisation d'une partie du process qui est assez osé quand je vois ça, ne pas tout maîtriser. Ouais, sur la partie seniorisation des profils et des talents, effectivement, donc on a débauché des talents, ce qui n'était pas forcément le cas au démarrage, parce que quand tu débauches des talents, c'est plus les mêmes salaires, c'est plus les mêmes budgets, et puis c'est plus les mêmes enjeux même de gestion. Donc les 3 premières années, c'était de ce que nous on connaissait, les fondateurs Harold et Flo, ce qu'on essayait d'expliquer et d'éduquer un peu nos employés. Plus que maintenant, c'est les personnes qu'on recrute qui nous apprennent tout. Tu vois, la nouvelle directrice de la partie agence de com, on l'a débauchée chez TBWA. Quand on est sur des calls pour des gros appels d'offres hautes, c'est elle qui lead à 100% le projet, c'est elle qui impose, c'est elle qui a son expertise. Donc on a su maintenant vraiment s'entourer de personnes qui sont 10 fois meilleures que nous. Et je pense que c'est là où tu te rends compte que ta boîte prend un nouveau level. C'est qu'en fait, toi, ton enjeu, il faut avoir un peu de recul sur ça, mais c'est de se dire,
t'as pas une personne qui vient chez toi qui te met pas une gifle sur son métier, tu vois, et je trouve que c'est évident et en même temps parfois complexe à intégrer parce que tu te dis toujours que c'est ton bébé, donc c'est toi qui as la maîtrise un peu de tout. Faut accepter de perdre ton expertise et et d'avoir une certaine humilité par rapport à ça. Exactement. Et donc du coup ça c'est ce qu'on a fait, et d'externaliser une partie de certaines expertises. Ça pour le coup ça se fait pas mal dans notre environnement, c'est que t'as des réalisateurs typiquement qui sont experts sur, je te dis n'importe quoi, les métiers du luxe et plus particulièrement des produits physiques. En fait ça c'est pas un réal que tu vas pouvoir intégrer sur 80% des campagnes de nos clients, c'est une expertise bien attendue. Donc du coup, nous on a créé un écosystème dans lequel on peut aller taper les bons freelances pour les bons projets et donc d'apporter la valeur la plus pertinente pour le brief en question. Ok. T'as fait beaucoup je trouve, de changements de cap, d'innovation, de diversification. Je pense qu'à chacune des étapes, t'apprends. Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé réaliser plus tôt, qui t'auraient fait gagner du temps? C'est une bonne question. Je pense qu'il y en a pas mal, mais je pense, tu vois, la partie prix dont on parlait au démarrage, l'offre à 1 000 € et le fait d'avoir ce positionnement très accessible, je pensais pas que ça allait être aussi long et fastidieux que de réussir à rehausser un petit peu notre proposition tarifaire un peu plus élevée. Donc ça, je pense que c'était un truc que j'avais mal anticipé, que j'aurais aimé faire différemment. Et surtout, ce repositionnement de boîte de prod à agence, on l'a un petit peu pris avec légèreté avec Flo, en se disant fine, on va débaucher des personnes qui savent faire, ça plug and play, ça va se faire en tranquillité, alors qu'en fait pas le moins du monde. En plus il s'avère que l'année dernière on a une proposition de rachat, donc on était en due deal pendant 4 mois, totalement défocus de Ça faisait beaucoup pour l'équipe. C'était un truc exactement, ça faisait beaucoup. Les fondateurs étaient beaucoup moins présents alors qu'ils ont été habitués à ce qu'on soit tout le temps avec eux H24 sur un nouveau modèle avec des nouvelles personnes qui éduquent sur le nouveau modèle qu'on doit taper. Donc ça a été méga complexe et je pense qu'on l'a pris avec trop de simplicité et de légèreté alors qu'on aurait dû, en fait ça aurait dû être notre focus numéro 1 et d'être avec les équipes pendant cette phase de transition. Donc ça je l'aurais fait différemment. Limite un qui s'occupe du deal et l'autre qui est hyper terrain. Ouais. Après, c'est des sujets tellement sensibles que tout le monde doit être impliqué. Ouais, puis, mais forcément important ce sujet sur lequel je voulais revenir parce que c'est fait partie de la vie de tout entrepreneur. Toi, tu te retrouves à recevoir une proposition alors que c'était pas ton plan de vendre, en tout cas pas tout de suite. Cette proposition, finalement, t'as eu plusieurs hésitations, mais tu te prends au jeu. Vous prenez au jeu. Vous bossez vachement le truc. Ça se fait pas. Et j'aimerais bien avoir ton feedback parce que je sais que ça t'a touché beaucoup, énormément. Personnellement, t'es sensible par rapport à tes équipes, je pense peut-être un peu plus que la moyenne, donc ça t'a affecté. Mais comment tu as vécu cette période-là et surtout comment on fait pour gérer émotionnellement un projet qui est le tien, où tu fais, où t'es 200% dedans. Tu te mets dans une position où tu acceptes de vendre ton bébé et en fait tu t'en détaches. Finalement, ça se fait pas, donc tu dois revenir à 200% avec une équipe qui te regarde un peu avec un coin de l'œil bizarre parce qu'il te dit mais attends en fait tu joues à quoi et tu veux nous vendre et en fait tu nous expliques que machin. Comment tu l'as vécu et est-ce que t'as un petit retour d'expérience à partager sur cette phase hyper intense? Alors c'était pas une revente à 100%, c'est donc il y avait un gros système d'earn-out qui se faisait dans le temps parce que la volonté avec Flo, comme on n'avait pas du tout émis même l'hypothèse de revendre à ce moment donné, pas de s'en débarrasser non plus. C'est ça, du tout. D'ailleurs, c'est le meilleur moment pour revendre, c'est quand on n'a pas du tout envie et il s'avère qu'on l'a compris pendant la phase du due deal. Mais là, c'était vraiment de s'intégrer à un groupe, de rester à la gestion et moi je me voyais opérationnel avec Home encore 5, 6, 7, 8 ans. C'est juste qu'on était rattaché à une plus grosse structure dans laquelle on avait d'ailleurs des actions, donc on aurait une logique un peu plus de groupe, donc qui était parfaite. Avec des synergies business intéressantes aussi. Exactement. Donc c'était pas du tout vendre le bébé, com et se barrer. Vraiment. Exactement. C'était plus, tu vois. Perdre son indépendance aussi accessoirement, enfin un peu plus. Oui, clairement oui, parce qu'en plus t'as la majorité qui a racheté au démarrage et le reste en earn-out sur 5 ans. Mais donc voilà, donc c'était pas du tout l'enjeu, donc c'est pas du tout la manière dont je l'ai amené aux équipes, puisque la réalité c'était pas les gars on vend, ciao, plus que on va rejoindre un groupe pour tout casser ensemble et je suis encore là avec Flo à la gestion aussi longtemps qu'il le faut. Donc au niveau juste de la relation avec les équipes, un peu moins brutal effectivement. C'était moins brutal et voilà. Par contre au niveau émotionnel, je suis quand même quelqu'un d'assez solide, honnêtement, même si je suis très émotif et autres, je suis assez solide, mais j'ai été déglingué de ces 4 mois, moi et Flo, ce qui est d'ailleurs rassurant parce que c'est pas
c'est vraiment c'est en fait la situation qui a fait que ça a été dur, parce qu'en fait moi la due deal je connais pas. On en avait une micro pour Hilo avec Olive, mais c'était une crotte de nez par rapport à ce qu'on a vécu quand t'as 3 ans de boîte, parce que c'était il y a 1 an. Que tu commences à faire quand même pas mal d'argent, que tu as pas mal de choses, mais en fait la due deal c'est on ouvre chacune des lignes de ta boîte et on regarde tout avec détail et précision. Et en fait c'est tellement de temps à passer en plus de com qui nous prenait déjà trop de temps en soi, parce que on investit à fond parce qu'on aime ce qu'on fait. Bah déjà c'était une charge compliquée, émotionnelle aussi, parce qu'en fait on te dit certaines choses et tu te projettes forcément, et le lendemain on te dit tout l'inverse, et le surlendemain on te redit que oui. Donc en fait un espèce d'ascenseur émotionnel, avec en plus les retours de tes équipes qui, lors d'une phase totalement décisive de repositionnement, bah en fait ça marche pas très bien avec certaines équipes. Il y a des départs qui impactent tes personnes de manière beaucoup plus importante que ce qu'on avait imaginé. Donc ce qui fait qu'en fait t'as un espèce de bordel quotidien pendant 4-6 mois qui va dans tous les fronts, partout, qui t'impacte toi, donc ta vie perso. Moi avec ma chérie ça a été une vraie épreuve de vie qu'on a réussi largement à pallier ensemble, mais qui nous a impacté. Donc quand ça t'impacte dans le perso, ça te réimpacte dans le pro, parce que moi je perdais patience sur tout. Donc ça a été un moment mais hyper instable, hyper chaud, ouais. Et donc c'est pas à prendre à la légère. Et puis c'est là où je trouve que notre juniorité entrepreneuriale avec Flo ça a illustré notre juniorité. C'est qu'en fait la due deal on l'a pris pareil avec peu d'intérêt en soi, tu vois, en se disant tranquille, c'est juste faire une data room, mettre des infos, c'est rien. Alors qu'en fait c'est quelque chose qui prend du temps, qui est dur, qui est émotionnellement éprouvant, encore plus quand t'as des bonhommes comme moi et Flo qui sont très émotionnels, qui sont très attachés à nos équipes. Donc comment tu reprends pied par rapport à tout ça? Avec le temps, avec de la com, avec de la communication en interne. Ça on l'a toujours hyper bien fait. On a mis en place un outil qui marche très bien, qui s'appelle la Mystery Box. C'est une plateforme sur laquelle n'importe qui de chez Com peut dire de manière anonyme, faire des remontées. Donc ça veut pas dire que tu peux pas le dire avec ton manager, avec les fondateurs, te dire les choses en direct. Aussi, elle est publique, non? Alors on choisit aussi pour éviter parce que s'il y a des sujets qui sont remontés où on peut très bien identifier quelle est la personne, on préfère parfois faire attention. Mais en fait on s'est vraiment mis dans une logique cette année de reconstruire à fond sur les bonnes bases toute la culture de com, toute la communication transparente qu'on a eue et qu'on a créé depuis le début, et de réussir à créer vraiment cette différence entre les 4-6 mois qui ont été assez compliqués à vivre pour tout le monde et ce qu'on souhaite être demain. Donc je te parle de ça, c'était il y a 1 an. L'eau est passée, il y a plein de choses qui se sont passées. Ça fait vraiment 6 mois que Com est prêt à tout casser au niveau de la culture, au niveau des équipes, au niveau du business qu'on a en cours. Donc c'est cool, mais ça aurait été ça aurait été chaud. Bon, et là, un mot sur la suite. Achat et acquisition, c'est quand même pas anodin. Ouais. Nouveau métier aussi pour toi, accessoirement. Ouais. Là aussi, les erreurs vont pouvoir coûter cher. C'est quoi l'évolution que tu imagines pour Com, maintenant que t'es à fond dedans et que tu as les moyens en plus d'une certaine ambition? Elle ressemble à quoi l'ambition? Écoute, ça va être de construire un groupe, donc plutôt d'être attaché à un groupe comme ce qu'on aurait pu faire l'année dernière. Là ça va être de créer notre groupe. Donc on a une spin-off qu'on va lancer là à la mi-janvier, qui va faire un peu de bruit, qui s'appelle Capsule. Tu verras qui est assez cool. On a le rachat d'une entreprise. Donc, ça veut dire quoi, une spin-off? Ça veut dire que c'est un nouveau positionnement, une nouvelle activité pour vous? Alors c'est une nouvelle verticale qui est complémentaire à ce qu'on fait aujourd'hui, sauf que plutôt que de lancer cette verticale in-house, on a identifié le bon CEO qui a déjà son industrie, son écosystème, qui va rejoindre le groupe, sur lequel Com prend la grande majorité, et on lui apporte toutes les bonnes billes pour pouvoir se développer. Mais tu verras que c'est cool, parce qu'il y a un associé en plus qui est très visible en ce moment, qui fait partie de l'aventure, donc ça va être cool. Donc ça c'est plus la logique de spin-off, et on a une logique aussi donc d'M&A, de croissance externe. Donc là on est en train de faire tout ce travail qui est hyper intéressant et que j'apprends, d'auditer des boîtes pour acheter des structures. Alors c'est des petites structures parce qu'on a levé 1 million, on va faire de la dette avec les banques, mais ça nous laisse pas une capacité non plus énormissime de pouvoir. On peut pas racheter des boîtes, tu vois, qui font déjà 1 million d'EBIT. Donc voilà, donc on fait ce travail d'identification. Des jeunes pousses ou des boîtes installées dans Exactement. une verticale. Mais... Tu vois, on veut juste des boîtes rentables qui font au moins 15% d'EBITDA, qui font pas plus d'1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont des complémentaires à l'activité de com actuelle. Et donc ça va être l'enjeu des prochaines années. C'est passionnant, je trouve, vraiment. Et on va apprendre. Et effectivement, on ne va pas prendre ça avec légèreté comme on a pu le faire pour la due deal. On va vraiment se s'outiller, apprendre et se préparer pour être dans les bonnes conditions de cette nouvelle stratégie. Ça va te faciliter à te rendre moins visible pour Com, parce que finalement, tu auras d'autres chats à fouetter.